Salut Jérôme. Salut Mehdi. Bon, écoute, la journée commence pas terrible. Hein. Je sors de chez nos amis des transports en commun et là, contrôle direct. Ah ouais. Ouais, pas d'arbitrage, rien. Mais ça t'était déjà arrivé en plus. Bah ouais, et puis le truc chelou, c'est que les deux fois, c'est peut-être moi qui psychote, mais il ressemblait à Shane McMahon, quoi, le PDG. Quoi, T'as défié l'autorité. Tu payes. Ouais, merde. Pas de choix, quoi. Pas de plan B. Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien ? Rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Jérôme, Michael, Guillaume et Mehdi de Death Podcast vous accompagneront dans le monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand what Karanai Taro. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de ton corps, Philippe. Parce que ça va vite, ça va très vite. Cette fois-ci, on est là tous les deux. Oh oui, ce qui est passé par-dessus la troisième corde. Mais c'est pas tout, regardez. Dive. Oh, ça. Hey, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Catchacast. Je suis accompagné avec plaisir, avec joie et avec bonne humeur par deux compadres des habituels, un certain Jérôme. Salut Mehdi, salut tout le monde. Et un certain Michael. Hello Michael. Bonjour. Et aujourd'hui, il va falloir nous départager. On va vous parler de l'arbitrage, parce que vous l'aurez peut-être vu sur le billet déjà si vous êtes curieux et curieuse. Et on va essayer d'aborder ça comme d'habitude avec parcimonie et comme des gens bien rangés. Et comme c'est Jérôme, pour ne rien cacher, parce que nous on est des fous, on brise le kayfabe à chaque fois, on a organisé ça en 3 axes que du coup Jérôme tu vas reprendre avec nous avant qu'on se lance dans le dur. Alors bien entendu, l'arbitrage dans un sport qui n'est pas un sport mais un sport entertainment, oui. Donc du divertissement sportif, je pense que c'est comme ça qu'on traduit en français. Qu'est-ce que ça représente exactement ? Au foot, on sait que ça représente surtout de quoi pour les supporters se déverser leur haine, souvent à tort mais parfois à raison. Ouais. Dans ce cadre très particulier, donc avec, on rappelle, donc la kayfabe, l'illusion qu'on voit un match sportif en face de nous. L'arbitrage, à quoi ça sert vraiment ? Donc, c'est vrai que dans le catch, c'est une vraie question. Ouais. On va se poser la question selon 3 axes très simples. C'est que donc, dans Sport Entertainment et divertissement sportif, il y a sportif. Et ceux qui différencient le sport de l'activité physique, ce sont la plupart du temps les règles. Ouais. Par exemple, quand vous courez, vous faites du jogging en bas de chez vous pour vous maintenir des excès de Noël. C'est de l'activité physique. Ou quand vous prenez les escaliers ou que vous sortez un arrêt de métro plus tôt, c'est de l'activité physique. Ouais. Mais à partir du moment où vous faites ça sur une piste avec quelqu'un qui chronomètre, c'est plus l'activité physique, c'est du sport. La règle, c'est l'élément, alors pas forcément suffisant, mais ça permet de définir une activité sportive. Donc, l'arbitre, dans le catch, il est là d'abord pour donner l'illusion du sport. Voilà. Donc, comme tu l'as dit proprement, l'illusion de la sportivité, histoire de faire un néologisme dans le catch. Ça, ce sera notre premier axe. Ensuite, le deuxième point, c'est en fait... le catch reste quand même un divertissement, mais un divertissement physique. Ouais. On rappelle que les mecs qui ne se frappent pas en vrai, ils se frappent en vrai, mais ils se frappent de telle sorte qu'ils ne sont censés pas se faire mal.
Néanmoins, dans le feu de l'action, et parce que évidemment on n'est pas des machines, pour une raison X ou Y, une corde où quelqu'un a transpiré ou un problème dans le matelas qui se casse sans que ce soit prévu et que Braun Strowman ne défonce les cordes. Ou un décalage horaire, parce que ça arrive aussi. En fait, l'arbitre, il est aussi et surtout là pour vérifier que les mecs se font pas mal. Et on reviendra sur le fait que chaque fois que, et ça c'est une très bonne idée qui m'a été soufflée par Michael, que en fait chaque fois qu'il y a un spot, un moment vraiment important, l'arbitre est au plus près. Il n'est pas au plus près pour vérifier que les règles sont respectées, il est au plus près pour voir si les mecs sont toujours en capacité de continuer après avoir fait des 360 en l'air. Sécurité avant tout. Donc la réalité de la santé et la sécurité donc, au travail, on pourrait dire. Et le dernier axe, donc, un truc qui t'est cher. Bien sûr. Au final, dans divertissement sportif, il y a divertissement. Dans divertissement, il y a une dramaturgie. Et finalement, l'arbitre devient dans le catch systématiquement, et en particulier dans des très grands matchs, quand les histoires sont très bien emmenées, un élément même de la dramaturgie. Oui. C'est-à-dire que si tu peux t'amuser à modifier les règles en changeant l'arbitre, ça peut donner une toute autre approche de ton match. C'est ça, c'est sans fin. C'est fin, ça se mange sans fin, comme qui dirait. Donc un élément de dramaturgie qui est aussi important que le reste, comme tu l'as sobrement intitulé. Et on est assez armé pour lancer non pas le match, mais l'émission. On se fait un petit micro-break et on enchaîne juste après. On revient à l'arbitrage dans le catch et on se jette tête la première dans l'illusion de la sportivité du catch. Alors donc Jérôme, peut-être que tu as des exemples en intitulé vraiment pour être directement dans le dur. En fait, je pense que la première chose à rappeler, là, pour donner un tout petit peu de contexte, c'est de rappeler les principales règles du catch. Parce qu'il y a quand même des règles. Voilà. Alors, on va commencer par une chose qui est déjà très compliquée, c'est que déjà le ring n'est pas forcément carré. Il y a des rings carrés et il y avait des rings octogonaux, mais a priori, Impact a lâché le ring octogonal pour revenir au ring carré. Et voilà. Guillaume, si tu nous écoutes. Surtout... l'idée, c'est que le respect du ring change beaucoup. Enfin, c'est une des bases des règles. Alors, je m'explique. Donc, pour gagner un match de catch, tout simplement, il faut coller les épaules de son adversaire au moins 3 secondes. Alors, est-ce que c'est des vraies secondes ? Elles peuvent être très lunaires des fois. Ce qui est important, c'est qu'elles soient régulières. Parce que sinon, le catcheur ne pourra pas se relever à temps, dégager son épaule à temps. Donc, il faut faire 1, 2, 3 de façon régulière. Si l'arbitre ne sait pas faire ça, je pense qu'il n'aura jamais son boulot. Mais on en rit, mais ça fait partie d'un ensemble d'éléments aussi de pouvoir s'adapter à ça. Et là, déjà, on voit que pour que ça colle entre les deux, il faut que le catcheur et l'arbitre soient sûrs que les deux vont respecter ça. Parce que du coup, vous avez les fameux relevés à 2,99 dont est hyper spécialiste, par exemple Okada. Okada, à chaque fois que tu penses que c'est fini, non, c'est pas fini, mais il se réveille vraiment à 2,99. Mais après, il faut dire que l'arbitre, un des arbitres principaux de la New Japan, dont je ne connais pas le nom, mais que tout le monde surnomme Red Shoes, parce qu'il a une paire de chaussures rouges, et qui vole, le mec vole sur le... En fait, il a une capacité à passer d'un coin à l'autre du ring qui va à la vitesse de la lumière. Donc, il y a ça, et il y a surtout, et Michael fait bien de le dire, il y a le respect absolu du rythme. Parce que si les mecs sont désynchronisés, ça peut poser un vrai problème. Donc le premier gros élément, ce qu'on appelle un tombé de 3. Donc les épaules collées au sol. Un tombé pour le compte de 3. Après, vous avez une deuxième manière de gagner un match qui est de soumettre l'adversaire et que l'adversaire reconnaisse sa défaite. Donc, disent j'arrête. Il tape. Et alors là, parce que ça, c'est par exemple dans le cadre de soit du Ascalock, soit du Coquina Clutch. Voilà, des prises de soumission. Des prises de soumission où la personne tombe dans les vapes.
Ou la prise de. C'est quoi le nom spécifique de Samoa Joe, la prise le coquina clutch. C'est le coquina clutch, c'est ça. Voilà. Où les mecs sont censés passer l'arme à gauche. Voilà. Quoi. Il les met dans les vapes. Ça fait vapes. partie de la dramaturgie de leur prise. Évidemment. Donc là, il faut que. Puis ça fait partie du personnage surtout. Parce que lui, il te met vraiment KO, quoi. Donc il faut que l'arbitre vérifie bien que tu as tapé pour dire je suis soumis, j'arrête. Et il y a aussi lever la main et si le bras retombe. Dans le cas d'une prise de soumission, c'est donc taper. Alors moi, ce que j'ai découvert il y a quelques années, mais je pensais qu'on devait forcément taper sur le ring, mais parfois ils ne peuvent pas taper sur le ring. Donc ils se tapent sur eux-mêmes. Ou tu peux taper sur ton adversaire, oui. Oui, voilà. Souvent, ils font ça, en fait. Voilà. Et donc du coup, oui, ce que tu allais dire, c'est que quand c'est une prise d'endormissement, là, on lève le bras. Et je pense que c'est un peu passé de mode, mais qu'à l'époque, dans les années 80, c'était un gros spot. Et je pense que Hogan le faisait énormément. Le côté, au dernier lever de bras, tu te relèves d'un coup et tu trembles dans tous les sens et tu deviens super fort. Hulkster, et c'est fini. Juste avant de te laisser continuer, donc je vérifie entre-temps, c'est Hiroyuki Umino, le Red Shoes. Hein. D'ailleurs, c'est la première recherche associée quand vous tapez NJPW referee, donc arbitre. Voilà. Donc la vérification en cas de soumission, de tombée de bras, comme le précisait Michael, en cas de disqualification. Voilà. Donc après, vous avez la disqualification parce que vous êtes en dehors du ring. Donc en fait, vous n'avez pas le droit de rester plus de 10 secondes en dehors du ring. Alors il y a des variantes qui sont que ça va jusqu'à 20 parfois. Donc, au Japon, exactement, à la NJPW en tout cas. Je peux pas te dire en détail pour la Noah, je sais plus ce qu'il en est pour la Stardom, donc l'écurie féminine, mais voilà. Et pour la DDT, ça doit être 45 minutes parce que la DDT, ils font des combats à 2 km. C'est ça. Mais bref, donc oui, effectivement, compter à l'extérieur. Donc voilà, il y a un compte à l'extérieur. Évidemment, là, l'arbitre doit compter, pareil, hein, il faut pas 1, 2, 3 et vraiment de manière un peu carrée. Qui là, petite précision, peut éliminer un ou les deux catcheurs. Ou deux, voilà. La petite nuance. Ça, c'est. Et puis, après, donc il y a The Special, c'est quand un match a une stipulation particulière. Alors on va pas rentrer dans les détails hein, parce que sinon il y en a des milliards. C'est-à-dire qu'en fait, pour ce match-là, il y a une règle. Voilà. Donc il y a une règle. Donc le kendo stick, c'est qu'ils peuvent se battre avec des kendo sticks, mais alors par contre, la victoire se fait sur les mêmes modalités. Oui, ça reste. Voilà. Et donc grosso modo, c'est juste qu'il y a une règle définie. Et que si tu brises cette règle, tu es disqualifié. Et par conséquent, tu perds. En général, ça donne des matchs incompréhensibles. La TNA est assez spécialiste des règles compliquées où on n'a pas compris la stipulation au départ du match. Et donc, pendant tout le match, on n'est pas sûr. Typiquement, d'espèces de matchs que j'ai jamais compris où il faut d'abord faire un tombé, puis une fois qu'on a fait un tombé, on est éligible pour monter sur une échelle. Et puis, ça donne des choses incompréhensibles. C'est Interville en fait, c'est plus. C'est le top à la vachette. Et puis après, tout simplement, il y a des éléments extérieurs qui vont venir modifier les conditions, qui font que la règle continue à s'appliquer absolument. Mais un élément extérieur va la modifier. On peut citer le formidable Money in the Bank féminin, donc le premier Money in the Bank de cette année. Alors très brièvement, repréciser ce qu'est le Money in the Bank. Le Money in the Bank, c'est que si tu décroches une mallette qui est suspendue au-dessus du ring, la plupart du temps en grimpant sur une échelle, puisque c'est fait exprès, parce que du coup c'est un match à échelle, hein, voilà, avec plusieurs catcheurs. En fait, à l'intérieur de cette mallette, il y a un contrat qui te permet d'aller défier le champion en titre. À n'importe quel moment. N'importe quand. Alors, dans Launch Underground, des fois, c'est complètement absurde. C'est même, il y a une règle des 24 heures. Et donc, du coup, pendant que le mec dort, si quelqu'un met le compte pour 3 sur lui pendant qu'il dort, il peut perdre. D'accord. Je crois que Joey Ryan a perdu un titre comme ça dans la Lucha Underground. D'accord, avec question de fuseau horaire. Voilà. Deux petites micro-précisions. Donc, tu parlais pour les plus jeunes, c'est vraiment moi qui aime bien tout expliquer. Interville, donc c'était une émission télé où on avait des animateurs et des maires de certaines villes qui se faisaient poursuivre par des vachettes. Ça existait encore il n'y a pas si longtemps, c'est vrai, je pense. C'est vrai, mais des versions modernes, exactement. Sans Guilux. Même avec des enfants, je crois, avec des voilà, histoire d'eux. Et allô Ladas. Et sinon, la deuxième précision, le kendo stick sur lequel on rigolait en mode initié, ça a
a été une stipulation qui a existé auparavant, mais qui est récemment arrivée. On s'est beaucoup moqué parce qu'il précisait le stick, alors que bon, il n'y a pas forcément. C'est des bâtons de bambou. Voilà, en fait, gros, ouais. c'est utilisé pour, comme son indique, pour l'art martial qu'est le kendo. Tapez Daniel Bryan kendo stick. Il y a des trucs choses sympas. Oui, tout à fait. Ouais. Kendo stick porn. J'adore. Ah la vache. Ouais. Je me souviens un peu de ce spot. Mais bon, excuse-moi, je t'ai interrompu juste pour expliquer ça. Et donc, le Money in the Bank, grosso modo, c'est que tu dois le décrocher. Et dans le Money in the Bank féminin qui a eu lieu 2 fois, en fait, la première fois, c'est James Ellsworth, donc, qui est un homme qui a été décroché la mallette et qui l'a lancée à celle qui était sa maîtresse à ce moment-là. Alors, maîtresse vraiment au sens maîtresse d'un chien, hein, parce que ça allait vraiment loin dans le délire. Tu lui as lancé la mallette. Alors évidemment, là, les gens se sont dit, mais est-ce que les règles sont vraiment respectées ? Donc il y a eu 2e tour de Money in the Bank où elle a décroché de manière legit, donc légalement, la mallette. Mais c'est ça le truc avec les règles en catch, c'est que c'est un peu comme ça nous arrange. Donc parfois, elles sont un peu flottantes et puis on n'est pas sûr. Et puis au final, c'est très flexible. Mais la nuance que tu donnais tout à l'heure, je pense qu'elle résume tout. La question justement de à quelle vitesse tu comptes, je trouve que c'est une métaphore pour cette illusion dont tu nous parles de sportivité là, depuis tout à l'heure, Jérôme. Quoi. Ça vient vraiment à peu près tout résumer. Tout simplement, dans une fédération très fantaisiste, mais que j'adore, donc qui est la DDT, qui est une fédération japonaise où je vous disais souvent les matchs ont lieu à l'extérieur, sur des toits, avec des quads. Kota Ibushi se fait sauter des pétards un peu partout sur le corps. Enfin, c'est parce qu'il y a Kota Ibushi, tu vois. C'est pas ça. La peine de justifier que tu as mis une autre C'est parce fédération. qu'il y a Kota Ibushi, mais à la DDT, par exemple, il y a un match où, par exemple, donc, la personne va gagner, le gars est complètement out, donc il lui pose les épaules au sol pour le compte de 3, et arrivé à 2, et au moment de compter 3, en fait, l'arbitre fait l'avion avec ses mains. D'accord. Ce qu'on appelle dans les boîtes de nuit le typhon. C'est ça, ouais. Mais bref, d'accord. Ok, bon, c'est pas mal. Michael ? Et je voulais juste rajouter un truc par rapport à l'évolution des règles, c'est que un truc intéressant, je ne sais plus si on avait l'occasion d'en parler dans un précédent podcast, mais il y a bien longtemps, donc on va dire jusqu'à peut-être 87, 88, à la fin d'un match, ça a changé beaucoup de choses, ça change complètement la dynamique. À la fin d'un match, comme en boxe, on attendait, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un tombé de 3 et hop là, on met la musique du mec à gagner. On attendait une décision de l'arbitre qui parfois tombait, mais au match d'après, quoi. Et c'était catastrophique parce que ça créait, alors parfois ça créait du suspense et de la dramaturgie, mais assez souvent c'était pas clair du tout en fait. Et on comprenait, moi les premiers WrestleMania que j'avais regardés, à chaque fois, parfois les matchs, on n'a pas le résultat, puis après on oublie un peu, puis ils finissent par nous dire le résultat. C'était hyper bizarre. Et ils ont fini par trouver que il fallait moderniser ça et que ce soit immédiat parce que ça fonctionnait pas, quoi. Et parce qu'en boxe, il y a évidemment le compte de points, il peut y avoir tout un tas de choses. C'est dans le cas où il n'y a pas eu 3 KO. Voilà, bien sûr. Le compte de points en boxe, en fait, c'est des juges qui appuient sur un bouton et le point est donné si un certain nombre de juges appuient sur le bouton en même temps ou dans un laps de temps. Bon, ça, évidemment, en catch, ça veut dire qu'à la limite, il n'y a jamais eu de compte de points en catch quand même. Il y a des stipulations, ça a pu arriver. Oui, il y a les two out of free ou des choses comme ça. Ouais, par exemple. Moi, j'ai ma propre. Enfin, j'aimerais beaucoup faire une fédération de catch, un système de points où en fait, on compterait tout simplement tous les tombés. C'est-à-dire qu'un tombé de 2 donnerait 2 points. Et comme ça, ça créerait une espèce de dramaturgie pendant le match parce que quelqu'un qui aurait fait plein de tombés aurait un avantage et à la limite de temps. On pourrait toujours, bien sûr, gagner en faisant un compté de 3. Mais à la fin, si on atteint un limite de temps, celui qui aurait, ce serait comme la boxe, sauf que ça serait beaucoup plus explicite parce qu'on verrait. Donc, il faudrait faire attention à ne pas se prendre un tombé. Donc, ça créerait vachement plus de suspense pour le truc. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'on a complètement oublié, c'est les limites de temps. Il y a des one-hour matchs, des matchs des matchs d'une heure, donc tu peux avoir un match nul, ou tu as des matchs avec des stipulations particulières où tu as 3 fois 15 minutes. Je crois que c'est un match féminin qui a eu ça dernièrement. Et puis il y a les 2 out of 3 falls. Là, il va y en avoir un entre
les Usos et Gable et Benjamin à Royal Rumble, je crois. Il y en avait eu un aussi sur un... Bon, il y en a eu dans plein de trucs, mais qui m'avait marqué, c'était Bayley contre Sasha Banks, quand elle a eu le moment où Sasha est passé à la WWE. C'est ça, c'est au meilleur des... En fait, c'est le premier arrivé à 3, quoi. Le premier arrivé à 2, en fait, qui va la différence. Et la plupart du temps, c'est 1-1, et puis ça devient extrêmement tendu, ou si c'est à 3, c'est celui qui... Donc, il y a quelqu'un qui va gagner 2 matchs d'affilée, qui va faire 2 tombées, et on va dire on va dérouler, et puis finalement 2-1, 2-2, et puis si c'est Hulk Hogan, forcément beaucoup. Mais alors moi, pour un petit peu résumer, et à moins qu'il y ait vraiment une stipulation précise de votre part et de continuer, moi j'ai l'impression que ce qui résume un peu tout ça, c'est la question du rythme, en particulier pour l'arbitrage et l'arbitre. C'est comment tu comptes, comment tu organises, comment tu es suffisamment réceptif ou attentif à ce qui se passe, et ça lance vraiment, on en parlera peut-être à la fin de l'émission, mais ça lance vraiment le fait que t'es pas arbitre, c'est pas un truc donné vraiment à tout le monde, hein. Déjà, il faut quand même une relativement bonne condition physique en fonction des matchs pour suivre, et puis il faut cette attention-là, une connaissance du métier, l'avoir fait au minimum en amateur à un assez haut niveau. Mais, du coup, moi j'ai une question par rapport à ce que tu dis, mais je veux pas vous coller. Alors, je sais pas, on n'a pas préparé. Mais est-ce que les arbitres, ils ont plutôt une formation de catcheur? Oui, du coup, en général, ça je peux te répondre. Par contre, c'est d'ex-catcheur en général. Je me suis renseigné là-dessus. C'est soit ex-catcheur ou alors qu'ils ont vraiment bien. C'est un peu des rodis du catch dans les cas où t'en as qui sont acceptés. Enfin, les rodis, c'est les gens qui accompagnent dans les concerts et qui font l'installation du matos. On a les métaphores qu'on veut. Tu as tout à fait raison sur la question de rythme, parce que quand on prend donc le cadre du temps et qu'on rajoute toutes les règles à l'intérieur, on voit bien que l'idée, c'est de remplir un temps, donc le temps que va durer le spectacle, pour lui donner le maximum de moments forts, quoi, pour qu'il y ait tous les mark moments, tous les spots. Voilà, c'est ça. Donc il faut vraiment. Donc oui, c'est une très bonne idée, et ça, c'est une très bonne. L'idée est bien amenée, et c'est un bon résumé. Et en fait, c'est ça, c'est que finalement, quand on parle d'arbitrage de foot, on dit ouais, mais l'arbitre, il arrête pas il hache le jeu, ou les fautes hachent le jeu, ou des choses comme ça. Bah c'est ça. En fait, finalement, c'est. Ce sont des maîtres du rythme. Et voilà, il y a un respect des règles qui vaut ce qui vaut. Et il y a aussi le fait que ça va faire réagir le public. Typiquement, quand il y a pour annuler, donc, par exemple, une soumission ou un compte de 3, donc il y a des règles qui consistent à faire dépasser les membres du ring, donc dépasser les cordes ou toucher les cordes. Voilà, ça, l'arbitre, ou peut-être que les gens ne le voient pas, il n'y a que l'arbitre qui peut le voir, et donc du coup, ça fait sursauter les gens, ou l'inverse, quoi. Et du coup, il y a un gros suspense, comme par exemple le meilleur moment du dernier WrestleMania, où Kevin Owens a juste pu mettre son doigt sur la corde au dernier moment pour échapper au finisher de Jericho. Ça ne tenait qu'à un fil, et après quelques minutes d'émission, le nom de Kevin Owens. Je me demandais si Michael était malade, mais il nous a prouvé le contraire. Parce que j'essaie de me contrôler. C'est très bien. J'ai dit Kota Ibushi beaucoup plus vite qu'il n'a dit Kevin Owens. Et ce qui est incroyable, bon, je vais essayer de voir combien de temps je tiens, mais il y a un certain nom que je n'ai pas cité depuis le début de l'émission. Bref, sur ce, on va marquer une courte pause, et on enchaînera avec notre seconde partie sur la question de la réalité de la santé et des risques du métier dans l'arbitrage. Alors, arbitrer, c'est bien. Faire attention à la santé des catcheurs, c'est encore mieux. Et c'est un petit peu ce qui t'a préoccupé, ce qui t'a paru pertinent, justement, Jérôme, là, dans cette émission. Comme deuxième partie, c'est que finalement, on est face à du spectacle vivant, oui. Même dans tous les sports. Hein, un arbitre de foot, un arbitre de rugby en particulier, parce que les mecs se mettent comme de sacrés caramels. Qui est là pour dire vous mettez en danger la santé de votre de votre partenaire. Sauf que bon, dans le rugby, voilà, c'est pas un partenaire. Dans le catch, finalement,
il n'y a pas vraiment d'adversaire. Ils sont censés être tous partenaires. Oui, on vous renvoie à nos premières émissions, on décortique un peu ça. On le répétera jamais assez. Un match de catch, c'est pas une personne contre une personne, c'est 2 personnes ensemble. Oui. Voilà. Comme un spectacle qui de danse. S'affrontent. Ça fait bizarre à dire, mais qui mettent en scène un affrontement. Oui. Typiquement, dans Carmen, vous avez ou dans West Side Story, vous avez des bastons au couteau. Hein. Pas au couteau Noken, au vrai couteau. Et donc, du coup, l'arbitre est quand même là parce que, après, il ne faut pas oublier aussi que les catcheurs, on a évidemment tout ce qui est retransmis à la télé, mais ce qui fait le sel de leur travail et qui est vraiment le cœur de leur métier, c'est que c'est des artistes qui sont sur les routes en permanence. Si vous suivez n'importe quel catcheur sur Instagram, vous verrez qu'ils sont tout le temps dans les aéroports, ils sont tout le temps dans des bus. Il y en a, c'est incroyable. Enfin, je pense notamment aux Young Bucks qui en ce moment sont un peu au sommet de leur célébrité et qui n'arrêtent pas. C'est des allers-retours entre le Royaume-Uni et le Japon et les États-Unis. C'est fou. Actuellement, à la WWE, je crois que c'est Xavier Wood, l'Ironman, qui est tout le temps là et qui n'a pas loupé un truc depuis hyper longtemps. D'accord. Il me semble. Et donc, pendant les shows live qu'ils font donc, jour après jour et qui ne sont pas forcément retransmis, alors qui ont souvent un rythme légèrement plus light que ce qu'on peut voir à la télé, et où la plupart du temps, alors les titres sont mis en jeu, mais les titres ne changent pas de main. C'est très rare que dans ce qu'on appelle donc un house show, donc une représentation live non retransmise à la télévision, qui peut être enregistrée, donc ça c'est encore autre chose. C'est très rare que les titres changent de main. Donc ces jours-là, quand ça fait 10 mois que vous êtes sur la route, parce qu'ils bossent 300 jours par an. Alors après, je connais pas les règles, combien de jours d'affilée ils ont le droit de travailler, est-ce qu'ils ont le droit de prendre une pause. Je suis pas très au fait de... Il n'y a pas beaucoup, hein, objectivement, si on regarde ceux qui sont vraiment justement solides, comme tu disais pour Xavier Woods. Bon. Voilà. Ça dépend si tu es en tête d'affiche aussi, si tu es ce qu'on appelle, on vous renvoie à nos anciennes émissions, un jobber, un mid-carder ou une star complètement sur le devant de la scène. Oui, si tu es une star depuis plusieurs années, tu n'as pas beaucoup de temps de vacances. À la rigueur, quand tu te maries, ou des choses comme ça, des exceptions de ce type-là. Sinon, ou quand tu as un groupe de rock. Ou quand apparemment, ou un décès, et encore. Miz attend, enfin pas lui-même, mais Maryse attend un bébé. Et Miz a prévu que ça peut arriver pendant WrestleMania, donc il doit prévoir un hélicoptère au cas où pour partir. Ou donc problème de pays riche. Voilà, c'est ça. Ah oui, surtout que c'est à la Nouvelle-Orléans, c'est ça, WrestleMania. Cette année, je crois, et je sais pas où se trouve le logement de Miz et Maryse, mais bon. On les laissera s'organiser. Donc la question finalement, c'est qu'en fait ils sont là pour vérifier que les choses se passent bien. Quoi qu'il arrive. Oui, pardon, je t'en prie, Mickaël. Non, ce que tu disais, c'est qu'en fait. Le truc, c'est qu'ils font un match ensemble, mais qu'en même temps, ils font un match ensemble, mais que parfois, ils y vont pas forcément de façon très, très amicale l'un avec l'autre. Et que même en s'aimant beaucoup et en voulant faire quelque chose de très bien ensemble, ils peuvent y aller un peu trop fort, quoi, ou de façon maladroite. Et donc, c'est là qu'il faut forcément un arbitre pour vérifier que personne ne meurt sur le ring. C'est ça. Ce qui arrive encore de temps en temps. Oui, malheureusement. Et donc, pour rebondir sur l'exemple de ce que disait, de l'exemple que j'ai repris de Mickaël, dont je parlais en intro, c'est que vous remarquerez bien que quand quelque chose de fort se passe, donc un spot, un moment important d'un match, typiquement, on va dire quelqu'un qui déciderait de faire un senton bomb et qui ne serait pas un finisher, parce que le senton n'est pas toujours un finisher, ou les finishers ne sont pas toujours des finishers. Voilà. L'arbitre est vraiment au plus près des catcheurs, et si vous regardez bien, parce que souvent c'est filmé de telle sorte que tu ne vois pas l'arbitre, mais quand tu as des contre-champs, tu vois que l'arbitre parle avec le catcheur et doit lui dire quelque chose du genre on continue, c'est bien passé. Oui, parce que le truc, c'est que s'il y a un gros bobo, s'il y a un problème au cervical ou quelque chose comme ça, il faut se rendre compte immédiatement, et ça peut être dramatique si le catcheur continue un peu. Alors moi, j'ai une anecdote hyper tragique. La dernière fois qu'un catcheur est mort sur le ring, c'était il y a 1 an, 2 ans. C'était un match, je ne
je sais plus où, il y avait en plus pas mal de catcheurs qu'on connaît, mais c'est le seul qu'on connaissait pas bien qui est mort. Bon, c'est pas mieux, hein. Mais il y avait quand même Rey Mysterio, je crois, TJ Perkins, et je sais plus qui d'autre. Et en fait, il y a quelqu'un qui a sauté de la 3e corde, qui a été projeté plutôt, qui est visiblement tombé mal, qui est tombé sur la tête ou sur le cou, qui a fait une hémorragie interne, qui après, parce qu'il avait de l'adrénaline, est remonté sur le ring alors qu'il avait une hémorragie interne. Pour le coup, l'arbitre n'a pas fait son job parce qu'il ne lui a pas demandé si ça allait bien. Il a continué à catcher. Il s'est pris un 619, je crois, de Rey Mysterio. Il était posé sur la corde et puis en fait, il a pu bouger. Il a pu bouger, il était mort, quoi. Et les catcheurs ne se sont pas rendus compte, ce qui a dû être assez traumatisant pour eux. Ils ont continué à catcher 2 minutes et puis ils se sont rendus compte qu'ils ne bougeaient plus, quoi. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on souligne c'est un exemple pas aussi. L'arbitre n'a pas fait son job. Oui, après, on peut encore poser une autre question, même si là, explicitement, de ce que tu as dû recueillir comme info, il n'a pas suffisamment fait son travail. Mais quand on est dans des trucs, alors je vais être un peu en mode technique, mais endogène, enfin qui se voit pas, c'est très complexe, quoi. Tu vois, justement, tu utilisais l'expression l'arbitre doit hémorragie avoir interne. Oui, il doit avoir ce savoir, cette vista. Mais en effet, peut-être que si... Parce que là, en fait, on ne voit pas ce qui se passe. J'ai vu la vidéo. Peut-être que l'arbitre lui a demandé et que le mec a dit pas de problème. C'est ça. À t'entendre utiliser cette expression-là, je ne peux pas m'empêcher de me dire peut-être qu'il a essayé de faire ce qu'il pouvait. Et que... Après, l'autre, malheureusement, c'est pas pour faire virer macabre, mais l'autre exemple tristement célèbre, avant ça, même s'il y en a dû en avoir d'autres, encore une fois, je me répète malheureusement, c'était Owen Hart, donc le frère de Bret Hart, où là, c'est encore pire parce qu'on soupçonne des dimensions de négligence intentionnelle par rapport à l'aide au catcheur. Donc là, c'est l'arbitre. Vraiment... Alors rappelle un peu le setting de toute cette histoire. Oui, alors précisément pour le match, ça me revient pas à l'esprit. Vous pourrez m'aider, mais effectivement, donc un match. Non, là Owen Hart, je suis pas sûr que ce soit. Enfin, je pense pas que l'arbitre ait pu faire grand chose, parce qu'en fait, Owen Hart, il devait arriver suspendu à un câble. Oui, c'est ça. Pour son introduction, et que le câble a lâché et qu'il est tombé et qu'il s'est écrasé comme une crêpe. Et donc là, de toute façon, c'était même avant que le match commence. Et l'arbitre, tout le monde a dû se rendre compte qu'il y avait un problème, puisqu'il est tombé de 10 mètres de haut. Mais... Et je crois qu'en plus, il est tombé sur un poteau, sur un poteau du ring. Donc, si c'est Jeff Hardy 10 mètres, c'est pas grave. Mais c'est l'arrivée des secours apparemment qui faisait polémique. Ah, peut-être ça, je sais pas. C'est peut-être possible. Il y a beaucoup de témoignages qui expliquent. C'est possible. Bon, bref, je digresse un petit peu. Je vais redonner la parole à Jérôme pour qu'il puisse un petit peu recentrer et résumer sur cette question de la vraiment, qu'on a pas mal couvert finalement. Oui, on l'a couvert et puis c'est vraiment l'arbitre et surtout là et pour conserver le rythme et surtout il a aussi la capacité quand ça commence vraiment à mal se passer à trouver les moyens donc de donner une sortie par le haut au match. On peut citer un match moi qui m'avait marqué parce que je pense que c'est un des premiers que j'avais vu à mon retour dans le catch. C'était donc les Vaudevillains, donc qui était un match une équipe de tag team qui était avec deux catcheurs qui avaient des gimmicks de vieux catcheurs. C'est ça, avec une image qui passe en noir et blanc, on les avait déjà introduits. Simon Gotch et Hayden English, c'est des noms de très très vieux catcheurs. Ouais. Et donc qui joue, je sais plus si c'était un match pour le titre, mais en tout cas c'était un match contre. Non, il n'y avait pas de titre. Il n'y avait pas de titre entre Big Cass et Enzo Amore. Enzo Amore qui n'est plus à la WWE depuis quelques jours. C'est ça. Voilà. En plus maintenant. Non, là, ça fait quelques jours. À la WWE, pardon. Oui, je croyais que tu disais à Tour 5. Non. En fait, il y a eu une corde qui a dû être trop tirée ou pas assez tirée et Enzo Amore n'a pas pu rentrer sa tête et donc du coup il s'est pris la corde au niveau du cou et ça aurait pu lui arracher la tête. C'était très violent. Il s'est pris une bonne commotion cérébrale, voilà. Je pense. Et si vous regardez ça, parce que bon, vous pouvez trouver l'image, je trouve très facilement, hein, ça doit même être sur le network de la WWE. Ouais, vous tapez Enzo Amore Competition. À vitesse réelle, c'est quasiment impossible de comprendre que c'est aussi grave, quoi. C'était quand même perceptible, hein. Vu la chute, tu sentais, même si t'es pas sa tête a vraiment tapé à une vitesse affolante. Du coup, est-ce que tu as parlé des bras en croix? Je sais plus. Parce que du coup, c'est le code quand quelqu'un est blessé. Oui.
c'est qu'il faut mettre ses bras en croix. Sauf que maintenant, tout le monde le connaît, donc je pense que c'est déjà arrivé. Je ne sais pas s'ils font ça, parce que du coup, c'est pas très sérieux, mais je pense que c'est déjà arrivé de faire semblant de faire les bras en croix pour faire croire qu'il y a une blessure, alors que c'est pas une blessure. Oula, oui. Donc voilà. Mais je pense que c'est pas une bonne idée, parce qu'après, du coup, si on va plus le croire, quand les gens le font vraiment. Mais a priori, oui, le code. Mais du coup, tout le monde le voit maintenant. Je pense que pendant un moment, je pense que dans les années 80, peut-être que les gens ne le savaient pas. Donc ça permettait de discrètement dire il y a un problème, il est blessé. On va essayer de terminer le match plus tôt. Donc là aussi, une des fonctions importantes de l'arbitre, c'est qu'il est censé, on n'a pas parlé de ça, mais il est censé communiquer au catcheur s'il y a un changement. Parfois, il est censé communiquer au catcheur. Il dit au catcheur, il va passer derrière un catcheur, puis il lui dit on arrête le match. Ou alors il lui dit vous tenez 10 minutes parce qu'on est en avance. Et après, ou alors, prochain spot, tu plies le... Ou alors, il lui dit oui, en fait, c'est déjà arrivé, je pense, j'ai pas d'exemple, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des matchs où il y avait une fin qui était prévue et puis il change la fin. Par exemple, il y a un catcheur qui était censé être populaire, puis il n'est pas du tout. Puis alors, du coup, il y avait Jack Man qui dit changer la fin du match. Et du coup, là, c'est l'arbitre qui va devoir annoncer au catcheur pendant le match tu te couches et c'est fini, quoi. Tout l'art. Donc il y a tout l'aspect communication et pas au niveau du rythme, comme tu disais. Ça reste. Donc, parce qu'on vous dit que c'est une histoire de 2 personnes, mais en fait, c'est une histoire de 3 personnes. Parce que ça implique que les deux catcheurs, les 2 catcheuses sachent exactement ce qui va se passer, mais ça implique aussi que l'arbitre soit en capacité de connaître. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure l'arbitre connaît exactement ce qui va se passer, mais l'arbitre, clairement, peut recevoir des indications pour... je crois que... Pardon. Je crois que parfois... parfois, j'ai déjà entendu qu'en fait, parfois, l'information, ils ne peuvent pas la communiquer directement à l'arbitre, parce que l'arbitre, je ne sais pas s'il a une oreillette, ou peut-être qu'il a une oreillette maintenant, mais il n'a pas toujours eu une oreillette. Ça dépend. Toutes les fédérations n'ont pas cette technique-là, j'allais y venir justement. Est-ce qu'ils sont équipés en oreillette ou quoi? Ah oui, voilà. Je ne sais pas si à la Doulo, ils le sont. Par contre, je sais que parfois, c'est les commentateurs qui font passer des messages à l'arbitre qui les fait passer. Il y a un relais comme ça, il y a des choses de téléphone arabe. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a de ça. Et puis, il y a aussi la réalité, ce que je disais tout à l'heure, c'est que souvent, les arbitres eux-mêmes sont vraiment initiés ou sensibilisés à la pratique du catch pour savoir que de toute façon, vous pouvez scripter comme vous voulez un match. Il y aura toujours une dimension où les catcheurs devront improviser parce que on l'a déjà répété 1000 fois et on le redit encore une fois, la question des catcheurs et des catcheuses, c'est une adaptation au public. Donc forcément, il faut toujours jouer là-dessus. Je pense qu'on sera amené à l'avenir, ça nous pend au nez, c'est pas vraiment un spoiler, mais à faire une émission sur la question de la santé dans le catch. Donc je vous propose peut-être qu'on résume là-dessus et qu'on en discute à la toute fin de l'émission s'il restait encore des choses, des éléments de frustration là-dessus. De marquer donc une dernière pause pour notre dernière partie et d'enchaîner donc sur la dimension d'éléments dramaturgiques que représente l'arbitrage dans le catch. AJ Styles looking to put the finishing touches on James Ellsworth with the Styles clash. Oh man, Stone Old. Troisième et dernière partie de ce catch à cast dédié à l'arbitrage sous le haut patronage de Jérôme, qui n'a pas de t-shirt à rayures. Je suis déçu, je pensais que tu allais être raccord avec le sujet. Et là, on va s'intéresser donc à un truc, je dis en intro, qui nous est cher à tous, mais que tu aimes particulièrement, c'est la dimension de dramaturgie que peut représenter le catch lui-même. On plaisantait sur notre Red Shoes, cet arbitre de la NJPW, voilà, de cette fédération japonaise. Déjà, même au-delà de la blague, ça peut être un élément qui est devenu tellement repérable, qui devient une forme de running gag, de gimmick, enfin de personnage identifiable presque au même titre que les catcheurs eux-mêmes. Je lance un petit peu l'intro et je te laisse improviser. Typiquement, le Red Shoe, on attend tous systématiquement de le voir bondir d'un coin à l'autre du ring, déjà pour voir ses chaussures, et d'autre part parce que souvent en fait il se projette et il fait une roulade pour arriver au plus près de la... C'est arrivé un nombre incalculable de fois qu'il soit dans... Donc une prise se lance, il est d'un côté où il peut pas voir, la prise évolue au sol et on le voit bondir et se coller au plus près. Alors l'arbitre qu'on voit le plus souvent actuellement à la WWE, donc qui est un arbitre blond, malheureusement je ne me souviens pas du tout du nom. Oui, ça nous reviendra peut-être avec les joies des internets. Avec les cheveux mi-longs. Oui, c'est ça, ouais.
Il est. Une coupe à la Ric Flair, un peu. C'est ça, exactement. Peut-être un hommage, on va savoir. Il n'a pas ce côté. Et puis, comme je vous disais, à la DDT, les arbitres rajoutent en fond des tonnes. C'est impressionnant. Tapez référé bloopers DDT, vous allez voir sur YouTube, il y a un nombre incalculable de choses. Et donc Charles Robinson, excusez-moi. Charles Robinson, voilà. très bien. Ceci dit, dans les arbitres à la WWE, il y a eu, si on regarde les matchs de la WWE je sais pas, 85 à 95, c'est toujours le même arbitre. C'est Earl Hebner. Oui. Et c'était toujours le même. Et c'est un peu la star des arbitres, en fait. Alors maintenant, il est à TNA. Enfin, je sais pas s'il est encore. Il y a son fils, en tout cas, à la TNA. Et lui, c'était une figure hyper. On le voyait plus que les catcheurs. Donc, tous les gros matchs des années 80 qu'on peut voir, il y a forcément Earl Hebner qui est là, quoi. Alors il y a deux éléments vachement intéressants dans ce que vous venez de dire. Le premier, c'est donc on parlait de Red Shoes tout à l'heure. Dans l'élément dramaturgie, évidemment l'impact visuel, et je soupçonne même ce mec limite d'avoir fait de la GRS ou de la gym, parce que il y a vraiment un contrôle du, il vole, et puis le contrôle du corps est impressionnant. Et on parlait de technique avec les oreillettes tout à l'heure avec Michael. Moi je pensais à la caméra, c'est-à-dire que ce mec-là, au-delà de la gaudriole, il a un placement de son corps par rapport à la caméra, parce qu'il faut penser quand même à tourner, qui est assez impressionnant à ce titre-là. Et le deuxième élément, ça va plutôt être sur ce que vient de dire Michael, sur la place des arbitres, pas seulement dans la dramaturgie, mais maintenant, je dirais, dans la dramaturgie étendue. On a déjà parlé avec le kayfabe notamment, qui est Internet, la grande dramaturgie mondiale, à savoir que maintenant, les arbitres sont vraiment ou les commentateurs, mais ça ce sera une autre paire de manches, sont vraiment des personnes assez centrales, qui sont souvent d'ailleurs interviewées, ou qui même finissent par avoir des places assez importantes dans les fédérations dans une moindre mesure. Donc je ne sais pas s'il y a des exemples nécessairement, ou si vous êtes d'accord avec ça globalement. Pour rebondir là-dessus, mais alors, c'est plutôt pour aller dans l'autre sens. Oui. C'est que souvent donc, les arbitres qui sont des figures proéminentes, typiquement l'exemple que tu cites de Earl Hebner, et juste pendant 10 ans, il était là tout le temps. Il y a des catcheurs qu'on a vus pendant 10 ans en permanence. Il y a eu qui Ric Flair. Même 20 ans, je pense, pour Earl Hebner. Donc depuis extrêmement longtemps. Ça reste, alors pour des raisons de dramaturgie, ça reste une position enviable, parce que souvent ça permet à un catcheur qui n'a pas sa place dans une feud entre deux catcheurs de prendre une place dans ce combat par le rôle de l'arbitre, sans avoir besoin en fait de rentrer extérieurement au combat, de venir gâcher le combat. C'est ça. Mais carrément d'être un arbitre. Typiquement, donc Shawn Michaels s'est retrouvé très souvent dans des matchs avec ou contre Triple H. Dernièrement, c'était plutôt Shane McMahon avec en particulier Kevin Owens, puis Kevin Owens et Sami Zayn. Voilà. Ouais. Et là, c'est un exemple justement de dramaturgie par rapport à l'arbitre, parce que c'était d'abord Kevin Owens contre AJ Styles avec Shane McMahon en arbitre, en guest referee, en arbitre invité. Et là, du coup, tout le match était construit autour de l'idée que Shane McMahon n'était pas un bon arbitre et qu'il allait éventuellement en avantager un ou l'autre. Et donc, toute la dramaturgie, toute l'histoire du match était construite pas simplement sur deux catcheurs qui vont essayer d'être plus forts l'un que l'autre, mais sur un troisième personnage qui était l'arbitre. Et la question, c'était, est-ce que l'arbitre va bien faire le tombé ? Et typiquement, il a fait un tombé trop lent, donc ce dont on parlait tout à l'heure. C'est là que ça devient très méta, où l'arbitre peut faire exprès de faire mal son job pour créer des problèmes et du conflit dans le ring. C'est ça. J'irai pas jusqu'à méta, mais en tout cas, ça devient presque des handicap matchs masqués. C'est-à-dire des matchs à contrainte masqués, parce que soit l'arbitre est de mauvaise foi, il n'a pas forcément de parti pris. On peut penser, je sais pas, à The Miz ou des personnages comme ça, parce que rien n'importe plus que sa personne. Ou alors, au contraire, c'est son pote qui est en train de catcher. Il y a un des fameux matchs Undertaker, Triple H, je ne sais plus à quel pay-per-view, Shawn Michaels était l'arbitre. Oui. Voilà. Et l'idée, c'est à chaque fois qu'il y a un arbitre qui est invité, de toute façon, à chaque fois qu'il y a un arbitre qui est invité, l'idée dramatique, ça va toujours être
qui va-t-il trahir au final. Et à chaque fois, il y a un suspense, c'est toujours le même procédé au final. Et du coup, je ne sais pas si dans la catégorie des différentes possibilités narratives avec un arbitre, je ne sais pas si vous avez prévu de parler de Screwjob aussi, du coup. Alors justement, j'allais y venir, c'est que finalement, un des plus grands moments de l'histoire... je dis de l'histoire récente, mais de l'histoire tout court de la WWE. Et du catch même, je même pense. Du catch, c'est le fameux Montreal Screwjob. Montreal Screwjob, où Bret Hart, qui était l'incarnation de la... c'est toi, Michael, qui avait utilisé cette expression de la science du catch. En fait, voilà, il avait une connaissance un placement, enfin voilà, c'était un peu le catcheur ultime dans son genre, mais qui avait évidemment... C'était très sharp. qui voulait prendre plus de place que celle que voulait bien lui donner, évidemment, la famille McMahon. S'est retrouvé donc au cœur de cette histoire où, en fait... Contre Shawn Michaels. Le match lui a été donné perdu, alors que... on est incapable de savoir encore aujourd'hui si le match était vraiment perdu. Il était censé être gagné. On lui avait dit qu'il le gagnerait, en tout cas, ça c'est clair et net. Il avait dit à Vince McMahon qu'il n'était pas censé perdre sa ceinture, il voulait partir avec sa ceinture, en fait, c'est ça l'idée. Il voulait partir de la WWE, il voulait prendre sa ceinture avec lui. Et Vince McMahon lui a dit oui, ok, pas de problème. Et sauf que du coup, c'est un exemple où le match, où le résultat du match n'était pas connu par un des deux catcheurs ce qui pose problème forcément. Je repensais pas à cette question-là du fait qu'il voulait partir avec sa ceinture, mais c'est vrai que c'est un truc qui est quand même admis que quand on part, en général, on perd sa ceinture, on laisse le titre. Donc mais quand on est une grosse star des années 80-90, on a un peu la grosse tête. Oui. Mais c'est un truc que j'y repensais jamais trop et ça me fait quand même pas mal relativiser le coup pendable dans le dos de McMahon finalement, avec le recul. Et vous y repensiez pour quel élément particulier? C'est surtout que finalement, c'est l'arbitrage qui a fait la différence. Oui. Donc l'élément dramaturgique, c'est que en plus du fait que finalement la fin n'était pas connue par les deux catcheurs, est-ce qu'on sait aujourd'hui... Shawn Michaels devait être dans le coup, le petit salopard. Forcément. C'est le HBK, donc il est toujours dans les bons coups. Non, mais l'idée c'est qu'en effet, là du coup, l'arbitre était le heel du match, c'est-à-dire que c'était un heel... un méga heel. Un vrai heel, et que pour le coup... là, on peut pas trouver un meilleur exemple d'un arbitre qui va changer complètement la dramaturgie d'un match. Et un autre exemple dans le genre, un Screwjob, mais qui là était écrit, mais qui n'était pas quelque chose d'improvisé, qui se faisait contre un catcheur. Alors moi, j'avais été surpris en voyant ça. Je sais plus quand c'est exactement. C'est quand il y avait les grosses rivalités entre Hulk Hogan et Ted DiBiase et compagnie. En fait, il y a eu à un moment donné que c'était quand même assez incroyable. En fait, si je dis pas de bêtises, Earl Hebner a un jumeau. Et il y a un match où en fait, ils ont utilisé ça, c'est-à-dire que Earl Hebner a été à un moment donné remplacé par son jumeau, qui a fait perdre Hulk Hogan en trichant. Et après, on a compris qu'en fait, c'était pas le vrai Earl Hebner. C'est assez incroyable. Mind blowing. Ah oui, donc tu peux voir, ça va extrêmement loin. Donc soit parce que l'arbitre intervient directement, soit parce que tu dis Shawn Michaels le savait pour le Screwjob, mais en fait il y a surtout l'idée que sur donc le finisher pour lequel on lui a donné le match, il n'y a même pas eu de compte de 3. En fait la victoire lui a été donnée alors que le 3 n'était jamais arrivé, et le 3 n'arrivera jamais, quoi. Je crois qu'il y a ça aussi. Donc il y a vraiment le niveau de couche est énorme, et encore aujourd'hui Bret Hart a l'air de toujours en vouloir. Est-ce que le Montreal Screwjob c'était kayfabe ou pas kayfabe? Là, pour le coup, on est dans une dimension à la limite de la métaphysique. C'est le catcheur de Schrödinger, quoi. vu qu'il a évité la WWE pendant combien de temps, il a réapparu quand, Bret Hart, au final ça fait un moment pour son intronisation à Hall of Fame. Non, il était revenu pour le Nexus. Non, c'était pas la fois où il est revenu, justement. Il est revenu au tout début des années 2000, peut-être. Je crois que c'était pour le Nexus. Non, parce que le Screwjob, c'est 97.
Oui, 97, et il est revenu plus tard parce que moi je l'ai vu. C'est pour le Nexus, je crois. Hein. Il était venu en équipe avec John Cena et consorts pour affronter le Nexus qui menaçait un peu avant. Je pense que c'était pour un truc important en tout cas parce que en tout cas, clairement il est pas revenu pendant bien 10 ou 15 ans. Quoi. D'accord. Donc, je balance Nexus depuis tout à l'heure, donc c'était une coalition de catcheurs, alors plus débutants, débutants et qui n'estimaient ne pas être jugés à leur valeur. Oui, tu voulais dire Non. Alors juste valeur. Donc on avait remarqué qu'ils sont restés Wade Barrett un certain temps, qui ensuite est parti, qui maintenant catch en Angleterre. Heath Slater qui est toujours là. Heath Slater, mais qui est quand même très très card, voire low card, voire low card, et le seul qui a un petit peu pendant un moment vaguement surnagé, ça a été Ryback avec les destins troubles qu'on lui connaît. Voilà. Et donc dernier exemple. Oui, vraiment dernier. Promis. C'est que ou alors ce sera un vrai Montréal sous job en podcast. non, comme si finalement le garant des règles descendait le changer vraiment au niveau du match. C'est quand Triple H donne le titre à Kevin Owens. L'arbitre est là. Et pourtant l'arbitre laisse Triple H, qui représente l'autorité, faire quelque chose qui aurait mérité une disqualification. De coller un pédigré, donc son finisher à Rollins, pour que Kevin Owens récupère le titre. Si tu vas là-dessus, tu peux aller encore une fois avec lui, avec Daniel Bryan face à Randy Orton. Il a claqué aussi un pédigré, il lui a fait perdre en lui disant tu es un B+ player, tu n'es pas fait de l'étoffe des champions. Enfin bref. Moi je vais terminer avec un dernier exemple, parce que je préférais vous écouter religieusement et c'était très instructif. Forcément je ne l'ai pas cité jusque-là, et comme Michael je ne résisterai pas à Kenny Omega, pour revenir à notre ami arbitre Red Shoes, qui très souvent dans son petit trio The Elite, qui fait partie donc d'un groupe qui est lui-même un sous-groupe qui s'appelle The Bullet Club, qui avec des Young Bucks font beaucoup de gags en règle générale, et en particulier avec Red Shoes. Ils ont une tendance à justement à venir comme ça l'inviter à rejoindre le Bullet Club, ou même des trucs un peu plus fleuris avec le lever d'un certain doigt de la main que je vous épargne. Donc voilà, c'est assez rigolo comment ça peut. Moi, c'est un truc que je trouve assez central chez les arbitres, au-delà de tout ce qu'on a évoqué, c'est la dimension cartoon. Très souvent, l'arbitre rappelle aussi qu'on est comme tu l'as très bien résumé, dans cette illusion de sportivité, et que ça reste certes un jeu et un divertissement, mais ça n'empêche pas d'être très sérieux, comme on peut le dire parfois pour les jeux vidéo. Voilà, pour ceux, il y a des amateurs de l'expression jeu sérieux, on en discutera peut-être en d'autres terres. Messieurs, à moins d'une intervention aussi folle que le crachat de Bret Hart sur McMahon, un dernier mot peut-être, Jérôme, vu que c'était ta proposition d'émission. Non, c'est juste que on découvre en fait finalement plus on essaye de soulever les couches de ce qui fait le catch, plus on s'aperçoit que finalement tous les éléments ne servent qu'à une chose, à savoir la dramaturgie. On est là pour raconter une histoire, en se collant des bourre-pifs, en sautant de la troisième corde, en rebondissant, en faisant des senton bombs, tout ce que tu veux. Dans le respect de la personne. Dans le respect de la personne, bien sûr. Mais on est toujours là pour raconter une histoire, et l'arbitre, qui est quand même là pour vérifier d'abord que l'histoire se déroule bien, tout simplement, finit par lui aussi devenir un véritable acteur de l'histoire, au même titre que l'exemple était bien illustré par ce que disait Michael. Cet arbitre qui est remplacé, qui a son frère jumeau, donc on peut l'utiliser pour changer pour retourner la table. On a aussi juste en 2 secondes, on a juste oublié de parler aussi de quelque chose qui arrive très fréquemment, c'est que l'arbitre soit mis KO, puisqu'il faut savoir que les arbitres, il y a une règle dans le catch très importante, c'est que l'arbitre au premier contact tombe dans les pommes immédiatement, parce qu'il a très peu de points de vie. Oui, c'est ça. Et donc du coup, c'est très fréquent que l'arbitre soit KO, et que du coup, parfois il faille remplacer l'arbitre, il y a un autre arbitre qui arrive. Ne voyant pas l'arbitre KO,
ou voyant que l'arbitre est KO, justement, un adversaire profite de cette distraction pour utiliser une chaise, une table, un autre catcheur. Des cheat to win dont on fait partie des grands personnages comme Feu Eddie Guerrero, entre autres. Voilà, messieurs, ça met un point de conclusion à cet arbitrage. Je vous remercie. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai encore une fois, je m'en rends compte, oublié de me présenter en introduction. Donc Medides qui vous rend l'antenne qu'on n'a pas, puisqu'on est sur une table de mixage et qu'on n'enregistre pas en direct. Mais tout va bien. Et puis on vous dit à la prochaine pour un prochain numéro de KatchaCast. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Salut. Se lo incontri gran paura fa il suo volto alla maschera tigre. En plus du fait que finalement la fin n'était pas connue par les deux catcheurs, est-ce qu'on sait aujourd'hui... Shawn Michaels devait être dans le coup, oui. le petit salopard. Forcément. Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Viens ici, sale enculé! Salaud! Vas-y! Le petit salopard. Retrouvez KatchaCast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ, podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.